des arts, d'être beaucoup dans la transmission. Évidemment, cette démocratisation de l'art et de la pratique artistique va nous faire évidemment avec la vulgarisation. Les enseignants ici artistiques, je pense qu'on est vraiment des alliés naturels. Notre centre culturel est multidisciplinaire, mais évidemment, de participer au débat, à la discussion, aux échanges. C'est important pour nous, surtout après cette période qu'on a connue tous collectivement. C'est important pour nous, évidemment, de revenir en présentiel et de créer de plus en plus de lieux de rencontre, de discussion, de débat. Alors, Spinoza est quelqu'un, évidemment aussi, particulièrement, peut-être que j'ai aussi un petit peu une préférence subjective par rapport à ce philosophe plus qu'à l'autre. Spinoza aussi inspirait de nombreux artistes et écrivains, si on pense notamment à Van Gogh, Flaubert, Hugo, Borges, Morante. L'art de Spinoza, après je laisserai les auditeurs s'exprimer, se conjugue évidemment au pluriel et je pense que dans son esprit, l'art de manière générale avait aussi comme moyen de développer la raison. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Anthony qui va nous inviter et je vous invite aussi à découvrir notre programmation. Notre nouvelle programmation pour l'hiver va sortir et dévoiler le 10 décembre prochain. Et vous êtes évidemment tous bienvenus à l'ensemble de notre programmation à l'avenir. Bonne soirée, bon débat, bonne conférence. Merci et merci. Merci Annie. On m'entend? Oui. On va construire cette soirée-là, un peu improvisée. J'ai prévu des choses, il y a des choses que j'ai pas prévues, fait qu'on va un peu jazzer ça, mais je connais pas mal de monde dans la salle, fait que ça devrait peut-être pas trop gênant. J'aimerais dire qu'il n'y ait pas de masque, qu'on puisse sourire et voir la binette, mais en tout cas, on va faire avec. Je les imagine en dessous de vos masques. Merci Annie Laroche, merci à Lison, merci à toute l'équipe du CCGV qui ont permis dans le fond, qui nous prêtent la salle ce soir, puis qui ont permis de tout qu'on s'installe, puis qu'on soit à l'aise comme ça. C'est vraiment un endroit chaleureux. Je suis vraiment content qu'on fasse ça ici. Puis d'ailleurs, et tout, avec la mission de l'organisme, je suis quand même content que tout ça se mette ensemble. Merci à tous d'être venus, parce que si vous n'étiez pas là, je parlerai devant une salle vide. Puis on se posera des questions sur... Merci à vous d'être venus, parce que c'est vraiment encourageant, premièrement, puis aussi... il y a quelque chose de vraiment le fun à voir l'engouement par rapport au projet. Puis j'espère que ça vous apporte autant que ça m'apporte à moi, en fait. Merci aussi à mes invités d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'analyse et du commentaire. On va voir après ça si vous ne regrettez pas votre engagement. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer en les présentant. On peut souligner, je ne sais pas si vous avez regardé l'infolettre, il y a un invité qui manque, Théophile. Il n'a pas pu être parmi nous ce soir. On lui souhaite un bon doctorat puis de prendre soin de lui. Mais on conserve quand même nos autres invités, dont Boris Nonvelli, qui est bibliothécaire au niveau collégial. Il a travaillé 5 ans en tant que libraire spécialisé en bande dessinée. Il a aussi été jury pendant 10 ans pour les prix BDLIS et s'est impliqué dans des organismes à but non lucratif visant la promotion de la bande dessinée au Québec. Présentement, il travaille sur une recherche à propos de l'histoire de la légitimation de la bande dessinée en milieu académique. On voit à peu près pas la pertinence de sa présence ici. À sa droite, il y a Rémi Laroche, professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal et amateur de l'éthique de Spinoza. Il a écrit un mémoire en 2015 parlant des 10 premières propositions de l'éthique de Spinoza. Mais avant de le laisser parler, je vais prendre la parole, puis je vais vous expliquer un peu mieux c'est quoi le projet, le contexte de cette présentation ce soir, puis surtout la bande dessinée. Donc, c'est une bande dessinée. Ah oui. Rémi, t'es une merveille, merci. C'est une bande dessinée qui est complètement réalisée dans le contexte de la maîtrise à l'UQAM, maîtrise en art visuel. Sans la maîtrise en art visuel, j'aurais pas fait cette bande dessinée-là. C'est une bande dessinée qui parle de philosophie, bien sûr, mais elle parle aussi de bricolage. Puis, il y a des petites... on va pogner un rythme.
Ça parle de bricolage parce que j'ai une formation en pédagogie, j'ai une formation en art visuel, mais je suis aussi plombier. Je suis aussi concierge dans un hôpital. J'ai travaillé dans des usines, j'ai travaillé comme ouvrier dans le domaine agricole, j'ai travaillé dans des cuisines, j'ai déjà travaillé dans un garage, j'ai fait pas mal d'affaires. Puis en fait, tout ça mis ensemble, ça m'a permis en fait d'avoir un regard bien personnel, bien particulier par rapport à tout ce que j'entreprends. On va dire tout ça, ça se mélange. Puis dans le contexte de cette bande dessinée-là, je pense qu'on peut sentir un peu la patte de tous ces éléments-là qui rentrent en contexte. C'est avec ça, mais je pense qu'il faut le garder en tête. En fait, c'est à partir de ça que je me suis approprié cette philosophie-là. C'est avec ça que je me suis articulé, si on veut, une manière d'en parler. Puis c'est aussi de cette manière-là que j'ai envie de vous inviter de vous l'approprier aussi. En fait, je parle de cette bande dessinée-là. C'est-à-dire que autant je le fais à partir de mon bagage à moi, autant, mettons, ce que je trouve intéressant pour moi, peut-être que ça ne sera pas la même chose pour vous. Fait que c'est pour ça que je veux dire qu'il faut que vous l'appropriez. Par exemple, il y a un concept de monisme. Peut-être que pour vous, vous allez lire ça, puis vous allez dire, ben le monisme, moi, je sais pas trop quoi faire avec ça. Ben beau. Mais mettons, la substance, elle dit, ah ben ça me parle. Ben là, ça, c'est le fun. Parce qu'une philosophie, dans le fond, c'est vraiment intéressant que quand on se l'approprie. Si, admettons, on apprend une philosophie par cœur, puis tu sais, je sais que, mettons, Nietzsche, le gai savoir, c'est bien le fun. Si on le vit pas, si on se l'approprie pas, si ça ne devient pas un outil pour nous pour vivre, mais ça n'a pas une grande valeur finalement. Ça devient un peu de la culture générale, j'ai l'impression. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important de s'approprier cette philosophie-là, parce que c'est comme ça qu'on va la vivre, puis c'est comme ça qu'elle va devenir pertinente pour nous, pour notre vie. Pour cet événement-ci, c'est un peu semblable, c'est-à-dire que j'ai envie que vous vous l'appropriez aussi. Je parle, Rémi va parler, Boris va parler. Entre chaque personne, j'aimerais que si vous avez des questions, des commentaires, des ajouts, vous leviez, vous parliez. Exprimez-vous, j'aimerais entendre vos voix plus que la mienne, parce que c'est important, puis c'est justement le moment de démystifier cette philosophie. Fait que si vous avez des interventions ou des questionnements, ben c'est ça, je vais tourner le micro de l'autre sens, puis si vous sentez le besoin d'éclaircir des choses, ben vous êtes les bienvenus, puis en fait, je vous invite vraiment à participer à cet événement, ça va être plus intéressant, je crois. On les voit toutes en double, les photos. Autre chose que je pourrais dire, donc on pourrait me demander, pourquoi Spinoza? Parce qu'il est quand même reconnu pour être compliqué. Pourquoi, Tony, tu as voulu parler de Spinoza? Ben en fait, faire une petite histoire, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas étudié en philosophie. Il y a quand même ça à relever. Puis quand je suis rentré au cégep pour étudier en art, j'ai eu les cours de base de philo, puis là je me suis pris de passion pour la philosophie. J'ai quand même jamais étudié là-dedans. Parce que je voyais là une manière d'explorer ma philosophie à travers les arts. J'ai vu plein de penseurs, puis arrivé au bac, j'avais toujours pas entendu parler de Spinoza. C'est au bac que j'ai entendu parler de Spinoza pour la première fois. En fait, je me posais des questions sur la liberté puis sur les déterministes. Comment c'était possible de concilier ces éléments-là, puis je me demandais vraiment quel penseur pourrait me permettre de le faire. Puis ceux que j'étudiais jusqu'alors ne me permettaient pas d'éclaircir ces questionnements-là. Puis c'est avec Spinoza, en fait, que j'ai entendu ça au détour d'un podcast. Il parlait de ça, de ces éléments-là. Il parlait donc de bien d'autres choses que j'ai découvert par la suite. Je me suis mis à lire l'éthique, puis 6 ans après, en fait, j'ai jamais arrêté de le lire quasiment pendant tout ce temps-là, à intervalles variables, mais quand même, ça a été un travail de longue haleine. Puis il y a comme quelque chose de magnétique là-dedans, là, c'est vraiment intéressant. En tout cas, pour moi, c'est ça que ça a donné, c'est que autant je démystifiais des éléments, autant, mettons, j'en découvrais de nouveaux, puis qu'au fur et à mesure qu'on développe la dynamique qu'il y a à l'intérieur de cette philosophie-là, autant on la ressent. Puis c'est vraiment ça qui est intéressant par rapport à ce philosophe-là en particulier. C'est problématique à lire aussi. Ben c'est problématique. C'est difficile à lire aussi à cause de la manière qu'il a construit. On dit souvent qu'il l'a construit à la manière d'un traité de géométrie. C'est-à-dire que Spinoza, lui, il aurait aimé... Ben, en fait, il aurait aimé ça.
dans sa philosophie, il fait la promotion de partager la sagesse. C'est vraiment la démonstration de sa vertu. Il veut qu'on fasse en sorte que les uns les autres, on partage en fait la vertu, qu'on la développe, qu'on fasse en sorte que si moi je suis vertueux, ben, que je le démontre à toi, puis que ça fasse un genre d'effet domino. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Comment? Oui, la forme géométrique, c'est ça. C'est compliqué à cause de la forme géométrique, mais aussi à cause de nos prérequis, comment on pense, comment on est habitué de penser. Spinoza, il y a une manière de comprendre le monde qui a tendance, en tout cas pour moi, ça a fait ça, qui a tendance à nous prendre de travers un peu, si on veut, qui fait en sorte qu'on est obligé de penser les choses différemment. Puis on se dit, c'est écrit au 17e siècle, ça ne doit pas être si flyé que ça. C'est flyé. C'est quand même, il y a des affaires que moi, quand je l'ai lu, j'ai fait, mais on dit non, mais choquant de dire des affaires de même. Puis tu sais, on est en 2021. Puis pourtant, en lisant justement, l'avantage de sa difficulté, de sa structure, c'est que c'est convaincant, c'est vraiment rigoureux. Puis en faisant son éthique, parce que là je parle principalement d'éthique, il écrit d'autres choses, mais en faisant son éthique de cette manière-là, c'est que en fait, il voulait pas d'être nécessairement facile à lire, il voulait d'être rigoureux, il voulait être convaincant, il voulait que sa philosophie se construise puis qu'elle soit blindée. Puis c'est ça qu'il réussit à faire. Cela dit, je dis que c'est compliqué, il ne faut quand même pas s'arrêter à ça. On le dit trop souvent, je pense que c'est compliqué, puis on ne dit pas assez que ça peut être accessible malgré tout. C'est qu'il y a des manières de faire en sorte que, dans le fond, qu'on passe outre la structure de l'éthique, je pense, puis qu'on s'approprie finalement les principes eux-mêmes. C'est ce que j'ai tenté de faire avec ma bande dessinée. Cela dit, je vous compterai pas de mentir, je pense que ma BD aussi est quand même dure à lire. Elle est dure à lire parce que... Elle est dure à lire pas parce que c'est un langage qui est daté, un peu comme si ça avait été écrit au XVIIe siècle. Non, parce que pour vraiment se l'approprier puis être capable de la vivre, c'est qu'il faut la comprendre. Moi, ça m'est d'aucune utilité si on me croit. On peut dire je te crois, Tony, que ce que tu écris dans ta BD, c'est cohérent par rapport à ce qui est écrit dans l'éthique. J'ai aucun doute que effectivement, ça soit fidèle. En fait, pour moi, ça me fait rien. Puis je pense que ça vous fait rien à vous non plus si vous lisez ça puis vous apprenez rien. L'intérêt, dans le fond, de lire cette philosophie-là, c'est de comprendre la dynamique. Parce que quand on comprend la dynamique, c'est qu'on se l'approprie. Puis pour se l'approprier, en fait, c'est qu'il faut vraiment faire l'effort de comprendre. Puis c'est ça la difficulté. Puis lire une philosophie, comme je disais tout à l'heure, sans se l'approprier, c'est finalement, c'est finalement assez superficiel. Fait que c'est pour ça que je pense que... en fait, c'est ça l'intention de la bande dessinée, c'est d'expliquer la dynamique qu'il y a entre les concepts. Puis il va falloir, après ça, le reste de la job, c'est à vous, là, c'est le reste du chemin. C'est essayer de vous approprier cette dynamique-là. Puis idéalement, à la fin, c'est qu'elle vous affecte d'une certaine manière. Puis c'est pas mal ça, en fait, que j'avais à raconter. Un dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est un peu à la manière de la poésie. Il est conseillé de déclamer, faire vibrer les mots. Je vous dirais, pour une philosophie, pour moi, personnellement, c'est un truc que j'ai développé, c'est que je parle fort quand que je lis comme ça. On dirait que ça fait plus de sens plutôt que quand je lis dans ma tête. Lisez ma BD à voix haute, allez vous cacher, là, puis essayez ça. Ça risque de... Si vous bloquez sur des moments, essayez ça, puis ça devrait vous aider. Un autre élément aussi intéressant, je pense, c'est que plutôt que ce soit moi qui en parle, parce que je suis dedans tout le long de la BD, si vous n'aimez pas ma face, allez vous faire rembourser. Mais j'en parle assez de l'intérieur. Je pense que ça serait intéressant d'en parler d'un point de vue extérieur. Puis c'est pour ça que mes collègues sont là, Boris et Rémi. Fait que je vais les laisser parler. Eux autres, ils vont l'analyser d'un point de vue extérieur. Puis je pense que ça va être rafraîchissant parce qu'ils vont se rapprocher de vous, justement, parce qu'ils ont un peu la même posture que vous par rapport à cette bande dessinée-là. Fait que je vais donner la parole à Boris. C'est ça? Oui. Ouais, oui. Ouais, ça ressemble à ça. Ok, excusez-moi. Je contretemps.
Logistique. Alors, bonjour à tous. Moi, je vous parlerai pas de Spinoza, malheureusement. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour en parler. Quand Anthony m'a invité à parler ici de son projet, il m'a dit qu'il y avait 2 spécialistes de Spinoza, fait que j'étais comme, je vais prendre plus l'angle de la bande dessinée. Donc, moi, la question que je me posais déjà quand il a commencé à parler de ça, on s'en était parlé déjà il y a peut-être 2 ans. Là, ouais, c'est ça, la fête de l'humain. Excellent moment pour découvrir Spinoza pendant une soirée karaoké. Donc, déjà, quand il m'en avait parlé, je savais que ça se faisait, puis c'est spécial quand même adapter une œuvre philosophique en bande dessinée. L'adaptation, c'est en bande dessinée, c'est un genre très, très, très répandu. Il s'en fait même trop, je trouve. Moi, j'ai travaillé en librairie, fait que j'en ai vu passer beaucoup, mais l'adaptation d'un essai philosophique, surtout quelque chose d'aussi, d'aussi structuré, d'aussi rigoureux, d'aussi hermétique que l'éthique de Spinoza. J'avoue que la première question que je me suis posée, c'est c'est ça? C'est quoi ce projet-là? Oui, c'est une adaptation, mais c'est une adaptation qui se veut aussi didactique. Ça se veut. Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est de la théorie? La réponse, c'est un peu de tout ça, mais j'ai aussi fait un peu une recherche pour voir qu'est-ce qui se faisait dans ce genre-là, parce que je l'ai pas vu passer souvent, des genres comme ça, comme Critique de la raison pure en BD. Ça doit exister, mais tu sais, pour enfants, mais comme vraiment en projet, Critique de la raison pure en BD, je serais curieux de voir ça. Donc, j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui se faisait. Donc, on a évidemment qu'on a un manga sur des cartes. Là. Évidemment, c'est le corollaire de la loi 34 de l'Internet. Là. C'est la loi 34 de la BD. Si ça existe, il existe un manga dessus. Là. Ils sont vraiment forts là-dessus. Ils font tout en manga. Donc lui, je l'ai pas lu, mais il y a Logicomics, qui est une BD sur Bertrand Russell. Mais là encore, c'est pas d'adaptation. C'est comme on explique l'œuvre de Bertrand Russell en parlant de sa vie, en approchant sa biographie. Donc, on prend un peu, on triche un peu, là, on prend l'excuse de la biographie pour introduire son œuvre. Et puis, il y a la République de Platon qui est adaptée en BD, qui est sortie en France cet automne, mais pas encore ici. Donc, encore là, ça se prête mieux, je trouve, le Platon à la bande dessinée, parce que c'est un dialogue, ça bouge un peu, là. Je vais vous citer, il y a une entrevue là, de l'auteur qui a fait cette BD-là, La République. Cette œuvre de Platon ne peut pas donner une bande dessinée d'aventure. La seule scène d'action qui s'y présente est celle d'un esclave qui agrippe le manteau de Socrate. Évidemment, ces blagues illustrent pas seulement l'image qu'on se fait de la bande dessinée traditionnelle d'aventure, là, la Tintin, celle que nous avons, qui nous revient toujours en tête quand on parle de bande dessinée, là, des petits bonhommes. Mais ça nous montre aussi comment la bande dessinée a changé. Comment il y a 50 ans, on pourrait pas penser que c'est possible une bande dessinée sur la République, une bande dessinée sur Bertrand Russell, sur Descartes, sur Spinoza. Donc, c'est ça, je voudrais vous parler un peu, pour commencer, de la bande dessinée didactique, qui est un peu le chemin qu'emprunte Anthony pour vous parler de Spinoza, parce qu'il va employer plusieurs stratagèmes pédagogiques qui utilisent la bande dessinée depuis la nuit des temps pour utiliser un sujet amené très populaire. Donc, la bande dessinée, en raison de la présence du texte et de l'image, a rapidement été associée à la littérature jeunesse. Quand ça a proliféré dans la presse imprimée au début du 20e siècle, très rapidement, la jeunesse est devenue un public très lucratif et très ciblé de la bande dessinée. Donc, tout de suite, on s'est posé des questions par rapport à l'influence de la bande dessinée sur la jeunesse. Il y a eu des projets de loi, il y a eu, dès le début du 20e siècle, il y a eu des questionnements, des pédagogues, des spécialistes, des personnalités publiques sur qu'est-ce que cette bande dessinée-là fait à nos enfants. En France, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
qui est appliqué, qui est resté inchangé jusqu'en 2011. Je répète, jusqu'en 2011. Visait que les publications destinées à la jeunesse ne devaient pas montrer sous un jour favorable, et je cite, le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié crime ou délit ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Après, en 2011, ça a été changé pour quelque chose de plus anti-pornographie, transmission de la haine, tout ça. Ça a un peu plus d'allure. Aux États-Unis, il y a eu quelque chose de similaire avec, entre autres, l'apparition de cet ouvrage-là en 1954, Seduction of the Innocent, par Frédéric Wertham, qui est un psychologue qui s'est penché justement sur les vices de la bande dessinée. Donc, une des citations les plus connues, c'est que Hitler, c'était un débutant comparé à l'industrie de la bande dessinée. Puis évidemment, bon, il y a la citation sur Batman, là, mais je vais vous citer une autre phrase du livre. Robin is a handsome, athletic boy, usually shown in his uniform with bare legs. He is buoyant with energy and devoted to nothing on Earth or in interplanetary space as much as to Bruce Wayne. He often stands with his legs spread, the genital region discreetly evident. Quand même le sens de l'oxymore, discreetly evident. Cet ouvrage-là a fait vraiment sensation. Il a propulsé le Comic Book Authority, qui était un cas de censure auto-appliqué par les éditeurs de bande dessinée pour éviter la censure par l'État, et qui interdisait toute représentation de violence excessive et de sexualité. Les figures d'autorité ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect. Le bien doit toujours triompher du mal. Les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, comme des vampires, des loups-garous, des ghouls, des zombies, sont interdits sous toute forme. Les publicités pour le tabac, l'alcool, les armes, les posters et cartes postales de pin-up dénudés sont interdits dans les comic books. La moquerie et les attaques envers tout groupe racial et religieux sont interdits. Bon, pour le groupe racial, ça n'a pas tellement été respecté, là. Mais ça va prendre un certain temps pour que on sorte de ça. En 1964 encore, quand on ouvrait le petit Larousse illustré, pour lire la définition du verbe salir, on avait l'exemple « Ces illustrés salissent l'imagination des enfants ». Donc, tout ça pour dire que, cette brève parenthèse historique pour dire qu'on a longtemps été conscient de l'accessibilité du médium et que la bande dessinée peut être utilisée aussi comme un outil pédagogique. Donc, on a aussi eu des bandes dessinées qui allaient contre la tendance des bandes dessinées d'horreur qui étaient très, très populaires dans les années 40-50. Donc des adaptations d'œuvres littéraires, scientifiques, dont des extraits. Classic Comics a eu des extraits qui étaient utilisés aussi dans des manuels. Donc il y a eu cet envers-là aussi des bandes dessinées à cette époque-là. L'histoire de la musique, bon, c'est plus récent, là, mais tout ça pour dire que c'est un médium qui est utilisé pour la pédagogie, la didactique depuis très longtemps. C'est seulement relativement récemment, par contre, que ça vise un public adulte, plus à partir des années 90. Ça, c'est deux extraits de deux bandes dessinées très importantes dans le documentaire. C'était La guerre des tranchées à ma gauche et Gorage Day de Joe Sacco à droite. Donc, Joe Sacco qui était l'un des pionniers du BD reportage. Donc, dans les années 90, il y a eu une espèce de ressort de la bande dessinée documentaire. Et puis maintenant, c'est, comme on l'a vu au début de ma présentation, c'est très, très popularisé. C'est un peu... on le voit un peu sous tous ses aspects et on peut voir des choses assez bizarres, comme une bande dessinée sur l'éthique de Spinoza. J'aimerais finir ce panorama un peu historique pour parler aussi de la bande dessinée théorique qui est, je pense, aussi un jalon
Anthony utilise, consciemment ou pas, je sais pas, j'ai pas lu son... j'ai lu la BD, mais j'ai pas lu le mémoire. Ouais, merci. Mais pour moi, le parallèle est évident. Là, l'utilisation des images, des figures. Quand on lit Scott McCloud, c'est évident que les éléments didactiques de la bande dessinée sont clairs. Hein. Comme ici, je voulais aussi vous mettre ça parce que ça, c'est un autre élément assez important théorisé par Scott McCloud qui se posait la question, pourquoi on est tellement obsédé par Astérix, par Mickey Mouse, pourquoi il nous attire autant? Et lui, sa théorie, c'est que ce que le dessin, la bande dessinée permet de faire, il permet de rendre des traits plus abstraits pour non seulement focusser sur certains éléments, comme les cheveux, comme la forme du visage, plutôt que sur les détails. Donc on voit ici l'abstraction qui devient de plus en plus... le dessin qui devient de plus en plus abstrait. Mais ça permet aussi une plus grande identification. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez là, mais en dessous de chaque dessin, c'est écrit « one » pour la photo, « a few »,« thousands »,« million »,« nearly all » pour le dessin super abstrait avec de traits, de points. Donc, plus le dessin est abstrait, plus le processus d'identification est facile pour le public. Je pense que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la bande dessinée pédagogique parce que ce processus d'identification-là, puis cette tentative de créer un dialogue. Donc, il y a plusieurs stratégies didactiques qui sont utilisées par ces bandes dessinées-là, comme par exemple l'utilisation d'un narrateur, comme on l'a vu avec Scott McCloud, qui va soit représenter l'auteur, soit représenter une figure d'autorité comme ici, le professeur Moustache, un professeur avec un lab coat. Sinon, Logicomics dont j'ai parlé tout à l'heure, qui utilise une histoire linéaire, narrative, pour vulgariser l'œuvre de Bertrand Russell. Le premier tome de Tu mourras moins bête se veut une espèce de vulgarisation de la science. Donc, il va utiliser le cinéma, des références cinématographiques pour illustrer, dans ce cas-ci, Jurassic Park et la génétique. Donc, vous avez mélangé le moustique et le dinosaure, malheureusement. Donc, se bricoler en bonheur avec Spinoza dans tout ça. J'ai voulu aussi mettre cette image-là en fond parce que ça illustre un peu ce que je disais avec Scott McCloud, c'est-à-dire que là, on voit Anthony qui se fait proposer de faire une bande dessinée pour vulgariser Spinoza, pour vulgariser l'éthique, et puis il se projette lui-même dans la bande dessinée et on voit le passage d'un dessin plus réaliste à un dessin plus abstrait. Donc, encore là, je ne sais pas si c'est conscient, ça, mais je trouve ça super intéressant. On dirait comme une espèce de démonstration de ce dont parlait Scott McCloud. Donc, la mise en abîme, dans Ah ouais, c'est ça. Avant ça, je voulais aussi mentionner une autre bande dessinée qui parle de l'éthique de Spinoza. C'est quand même fou. Il y a une bande dessinée qui est sortie cet automne en France, pas encore ici, sur l'éthique de Spinoza, une adaptation de l'éthique de Spinoza. Mais on voit que c'est des projets esthétiquement différents. Donc, encore une fois, l'abstraction du dessin, l'abstraction des traits, la précision du dessin permet aussi de cibler un public. Moi, personnellement, la bande dessinée de droite, je me sens moins visé par cette bande dessinée-là. Des traits enfantins, j'ai l'impression... J'ai pas lu la BD parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais j'ai l'impression que ça vise un public jeunesse. J'ai plus envie de lire l'autre, le Père Noël Spinoza. Je sais que c'est pas un chapeau Père Noël, mais... donc ça aussi, juste une parenthèse là-dessus. Donc, l'un des procédés d'Anthony pour nous parler de Spinoza, c'est évidemment la mise en abîme, un procédé très, très populaire et très pédagogique parce que, premièrement, il permet une distanciation avec le sujet. Je suis conscient que j'ai une bande dessinée, donc il y a déjà une réflexion qui se pose. Bon, je ne vous ferai pas un cours sur la distanciation brechtienne, mais en gros, la distance
imposée par la mise en abîme permet justement une réflexion. Ça permet aussi un processus d'identification. Donc, c'est plus dynamique que juste des boîtes de texte avec des illustrations en dessous. Il y a quelqu'un qui me parle, il y a un dialogue qui se fait entre le narrateur, dans ce cas-ci aussi l'auteur, et le lecteur. Et ça permet aussi, bon, c'est souvent aussi un processus humoristique, là, vous le verrez dans plusieurs illustrations que Anthony fait de lui-même. Donc, ça permet de détendre l'atmosphère. Et c'est ça, le dynamisme, l'illustration de la bande dessinée, ça permet d'utiliser des exemples plus figuratifs, plus frappants, plus dynamiques. Donc ici, on voit un exemple de la causalité dans l'éthique, l'explication de la causalité, puis on voit tout de suite, c'est clair, un lancer de balles qui tombe sur les dominos, c'est super clair. Un autre procédé, c'est bien sûr l'humour. L'humour, c'est, je pense que depuis le début de ces tables rondes-là, c'est un procédé qu'on utilise beaucoup. Donc, l'humour détend l'atmosphère. L'humour permet aussi de faire une petite pause, une pause de cerveau, d'impliquer aussi le lecteur. Dans ce cas-ci, on a l'humour référentiel, donc des mèmes, des références à quelque chose que le lecteur connaît. Donc, tout d'un coup, le lien entre quelque chose de vraiment abstrait comme l'essence, la substance, est relié à quelque chose que je connais, donc des zombies, des fées, pour donner un exemple. Il y a un exemple d'humour burlesque aussi, comme Anthony qui essaye de démontrer que il essaye de modifier la nature du cercle en faisant en sorte qu'il soit plus un cercle, puis ça lui revole dans la face. Un autre exemple d'humour, il y a le running gag aussi qui est utilisé. Donc, dans l'image de gauche, Anthony nous explique un peu c'est quoi la puissance. Donc, que lui, il est plus puissant que la crevette, mais en termes de nager, c'est la crevette qui est plus puissante que lui. Et la crevette va revenir ensuite à plusieurs... Donc là, on la voit comme un sofa, mais elle va revenir à plusieurs autres... Il me semble que la crevette revient. Puis il y a d'autres exemples comme ça, là, des personnages qui sont invoqués à titre d'exemple et qui finalement deviennent des personnages de la bande dessinée qui reviennent. Puis ça fait comme un running gag, puis ça fait... C'est ça, là, ça fait en sorte que c'est pas juste un monsieur qui nous parle de Spinoza, mais ça donne une sorte de vie un peu à la bande dessinée. Et aussi l'humour physique. Donc ici, encore une fois, pour la puissance, Anthony essaye de montrer qu'il est vraiment moins puissant qu'un triangle pour avoir 3 angles formant 180 degrés. Donc, vous riez, donc ça marche. Hein? C'est un bon gag. Et puis, c'est un bon exemple aussi de justement la puissance. On comprend tout de suite. Là. C'est parfait. Donc, je vais finir en vous parlant un peu. C'est une autre question que je me posais quand je préparais cette conférence-là, c'est comment se place cette bande dessinée-là dans la bande dessinée québécoise. Et il y a vraiment une tendance dans les dernières années. Là, ça revient vraiment au bon moment, là, je trouve. Il y a une tendance dans l'essai, dans le bande dessinée essai, dans le bande dessinée qui fait de la théorie. Il y a 2 ans, Éco-Société, qui est une maison d'édition engagée, qui publie surtout des essais sociaux, ont lancé leur collection de bandes dessinées. Maintenant, ils publient 1 à 2 bandes dessinées par année, depuis maintenant 2 ans. La première étant « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner », qui est une BD super intéressante sur les paradis fiscaux. Si le sujet vous intéresse, je vous le conseille. Et l'autre exemple que j'ai donné, c'est une autre recherche universitaire qui a été mise en bande dessinée. Je me souviens plus, c'est des professeurs de quelle université, mais... pardon? Ottawa, merci. Mais c'est ça, c'est une bande dessinée basée sur les recherches et une manière un peu de montrer comment... montrer un peu leur investigation, puis où ils sont rendus, c'est sur le suicide au Québec, l'histoire de la représentation du suicide. Et puis... une autre chose, je vais vous laisser avec ça, mais une autre BDiste qui, elle, fait de l'essai, de la théorie, de la vulgarisation depuis
15-20 ans, vous la connaissez peut-être, Zviane. C'est aussi, la bande dessinée d'Anthony m'a beaucoup fait penser à Zviane parce qu'elle a une formation de musicienne et utiliser cette formation-là pour continuer sa réflexion en bande dessinée et aussi elle vulgarise beaucoup justement, elle explique un peu d'où elle part, elle vulgarise la musique puis elle montre un peu le chemin qu'elle fait puis elle évidemment utilise l'humour aussi comme ici. Elle explique qu'Archimède quand il découvrait des affaires il s'écriait Eureka puis quand il mangeait des pruneaux il s'écriait Eureka. Et je pense pas que je peux finir mieux ma présentation que ça, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Boris. Je me rends compte que je suis un hôte de soirée absolument exécrable parce que je vous dis que vous aurez peut-être l'occasion de parler, mais dans le fond, je finis ma présentation puis je ne demande pas si vous avez des questions. Fait que si vous avez des questions pour Boris, vous pouvez vous manifester ou pour moi suite à mon introduction. Je sais pas si... Oui. Merci. On a un excellent exemple d'intervention de Anne-Marie. Sinon, on peut poursuivre avec Rémi, puis Ah oui, bon, Annie. Monsieur Brunel. Oui, madame. Lors de la conception de votre BD, aviez-vous conscience d'utiliser les techniques décrites par M. Boris? Conscient? Oui, étiez-vous conscient que vous remplissiez les cases là, que nous a différentes techniques là? Ben en fait, pour le contexte de la maîtrise, en fait, quand je suis rentré à la maîtrise, je comptais pas faire une bande dessinée. Fait que c'est au cours de la maîtrise que je me suis dit, il faudrait que je me renseigne sur c'est quoi faire une bande dessinée. Puis aussi que je cherche un peu comment faire ça. Fait que oui, il y a des stratégies que j'étais conscient que j'allais appliquer. Puis non, j'étais pas conscient que j'avais tout fait qu'est-ce que Boris a su souligner. Mais je pense que c'est comme des réflexes de l'humour. Premièrement, l'humour, je voulais que ce soit désirable. Parce qu'on juge que quelque chose est bon parce qu'on le désire et non le contraire. Ça, c'est un truc spinoziste. Fait que je me suis dit, il faut que ma bande dessinée soit désirable pour que les gens aient envie de la lire. Fait que il y avait toute cette idée-là en partant que ça devait être drôle. Fait que, mais c'est ça, non. Oui puis non, en fait. Ben, il y a quelque chose aussi d'inconscient qu'on fait des fois. Tu sais, comme j'ai failli dire en blague, Anthony avait plagié Scott McCloud ici, mais évidemment, la mise en abîme, c'est un procédé. C'est sans connaître cette case-là de Scott McCloud ou de bien d'autres BDistes qui ont fait la même chose, là, se présenter dans leur atelier. Donc, il y a des choses qui sont... on peut facilement découvrir qu'on fait de la prose comme le bourgeois gentilhomme, finalement. Ouais. Mais, oui, c'est bien. Moi, j'aurais une question sur le côté iconographique, en quelque sorte. Le choix du crayon à mine plutôt que de la couleur, est-ce que c'est parce que toutes les productions dessinées, c'est toujours crayon à la main et face à la main, donc ça s'est imposé, ou est-ce qu'il y avait quelque chose en arrière, des raisons techniques, c'est juste plus simple, ça coûte moins cher à produire, ou est-ce que, je sais pas, moi, toutes les hypothèses qui peuvent venir, est-ce que c'est comme un style personnel? Quand j'ai regardé le mémoire, évidemment, j'ai vu que la première œuvre sur Spinoza n'était pas du tout dessinée, donc je n'ai pas pu trouver la réponse à cette question-là. C'était plutôt une installation. Donc, oui, c'est ça. Quelle est la place du dessin dans votre production? Le dessin, c'est toujours comme ça? En fait, non. Dans ma pratique personnelle, c'est surtout... j'ai pas de médium prédéfini, de prédilection, on va dire. C'est vraiment plus l'intention. Si j'ai l'intention de traiter d'une certaine chose, je vais essayer de trouver c'est quoi le canal le plus propice à cette expression-là. Puis quand on avait déterminé que la bande dessinée se prêtait bien à ce type de vulgarisation-là, ce type d'approche-là, ben j'ai juste commencé à dessiner. Puis en fait, il y avait quand même des considérations. Je voulais qu'à la fin, la bande dessinée soit en noir et blanc, plutôt en noir et gris et blanc. Puis ça, c'était parce que je voulais que ça puisse être imprimé sur une imprimante de maison. J'avais peut-être, en fait, c'est ça, j'avais l'intention que la bande dessinée soit le plus accessible possible. Fait que je savais même pas si j'allais la mettre en accès libre sur Internet puis qu'on puisse l'imprimer soi-même, se faire une éthique. Fait qu'il fallait que ce soit en noir et blanc. Fait que à ce moment-là, c'était le crayon de mine qui était le plus simple, du papier 8,5-11, puis de l'encre.
Fait que c'est pour ça, c'est ça qui a motivé les choix. En même temps, j'ai fait des expérimentations dans la BD. Il y a des pages qui sont avec de la gouache, il y en a qui sont avec d'autres formes de médium. Fait que du moment que c'était noir et blanc ou gris, ça passait. Fait que c'est ça. Mais aussi, au niveau des médiums, j'ai pas fait tant d'exploration que ça, vu qu'il fallait que je commence vite à produire. Fait que j'étais allé avec ce que je connaissais déjà, on va dire. Mais en général, la bande dessinée, j'aurais jamais cru que j'en aurais fait avant le début de la maîtrise. Fait que je me suis improvisé complètement. Là. C'est de l'improvisation. Là. Mais sinon, je vais être obligé de tout vous couper. Je vais laisser Rémi continuer. Oui, merci. Je vais essayer de vous raconter, parce que c'est Anthony, tantôt, je me souvenais même plus comment on s'était rencontrés finalement. Anthony avait envoyé un message dans des départements de philosophie pour avoir quelqu'un qui connaissait Spinoza pour l'accompagner dans sa lecture de Spinoza puis sa mise en scène de Spinoza dans l'éthique. Puis j'ai étudié Spinoza, puis ça m'a intéressé, on s'est rencontrés, puis on s'est mis à discuter. Donc, puis nos discussions ont commencé avant que la production même. Il n'y avait pratiquement pas de dessin, hein, Anthony, dans les premières rencontres. Les dessins n'étaient pas commencés. Donc, c'était des discussions où j'avais comme tendance à me mêler un peu de la mise en scène, parce que moi, j'avais une lecture de Spinoza, je m'étais approprié Spinoza, puis je me disais, je voyais pas comment on peut finalement représenter l'éthique de Spinoza. Puis c'est ça. C'est ça que je veux vous raconter. C'est dans le fond, c'est comment j'avais de la difficulté à croire au projet. Puis en même temps, comment j'ai été surpris à la lecture du projet après la période de pandémie, quand j'ai reçu la BD finale, mais même si j'avais eu des planches avant, à un moment donné, j'ai comme compris que ça marchait, mais à la relecture, il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis c'est ça que je veux vous raconter un peu en lien avec le problème que pose pour moi la compréhension de Spinoza. Donc, déjà, juste la page couverture avec, l'idée du titre, déjà, je trouve ça intéressant, parce que chez Spinoza, c'est une méthode. On oublie, tantôt tu disais Anthony, c'est une philosophie pratique en fait, il faut se l'approprier, mais se l'approprier au point que, je veux dire, à la limite, lire Spinoza, il faut devenir spinoziste. C'est assez fort comme proposition philosophique. Et Spinoza, ce qu'il nous propose, c'est une méthode. On le voit souvent comme un problème théorique, on le voit souvent comme la difficulté est comme théorique, mais en fait, c'est méthodologique, l'approche de Spinoza puis sa compréhension. Fait que j'aime beaucoup l'idée que ce soit un bricolage, parce qu'on sait aussi que Spinoza, il a bricolé sa méthode. Je veux dire, il rencontrait des amis, il discutait entre eux, il retournait à son truc, il a mis des années à peaufiner l'éthique, puis dans le fond, à inventer quelque chose qui permettait de faire à la fois une construction, une reconstruction, puis une déconstruction. Tu l'as dit, hein, tantôt, ça là pour fond. Puis on en a beaucoup discuté, hein, c'est comme un élément bien important. Spinoza, tu rentres là-dedans, puis ça te déconstruit. Et donc, l'idée du bricolage est fantastique pour ça. J'aime beaucoup cette idée-là. Puis l'autre chose qui m'a fasciné, c'est que j'ai pas vu... Quand j'ai vu la page couverture, j'ai fait comme, mon Dieu, OK, tout est là. Toute l'expression de la joie, l'espèce de... je sais pas si vous sentez la joie dans le personnage, l'explosion de la tête avec qui se fond avec l'univers. J'ai fait ça. C'est exactement l'expérience que j'ai faite de la relecture comme de la BD, mais comme plus tard. Puis c'est avant de préparer ma présentation que j'ai fait, OK, mais c'est déjà dans la proposition initiale, c'est-à-dire dans l'image de la page couverture. Je trouve ça bien, bien intéressant. C'est déconcertant. Comment? Il niaise avec l'image. OK. Excuse-moi. OK, pas de problème. C'est ça, c'est ce sentiment de joie-là, il est comme hyper important, puis il s'exprime là, puis on voit pourquoi, puis c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est toute la notion d'effort qui conduit là.
Ça, c'est une chose que j'ai pas compris moi-même en faisant mon travail de maîtrise. Dans le fond, je me suis pas vu en train de... Tu parlais, Boris, de mise en abîme, mais il y a ça. Pendant que j'étudiais Spinoza, moi, je me voyais pas en train d'étudier Spinoza, puis je me voyais pas en train de faire des efforts pour comprendre Spinoza, et cet effort-là, il était comme plus dérangeant qu'autre chose, là, pour le dire poliment. Même auprès de la famille, puis de tout le monde, hein, ça dérange tout le monde, travailler sur Spinoza. Mais dans la BD, cet effort-là est mis en scène, on le perçoit et on le voit pas juste comme essayer de comprendre quelque chose. Oui, parce qu'on se prend la tête, même comme lecteur. Je connais Spinoza, puis je me prends la tête à lire la BD. Et on se prend la tête, mais comme la mise en scène montre cet effort-là, ben ce à quoi on a accès, en fait, c'est la vertu spinoziste déjà là-dedans. Et je trouve ça comme extrêmement intéressant. C'est cet effort-là d'arriver à quelque chose d'une existence plus forte, plus réelle, hein, c'est plus puissante, là, c'est très intéressant. Puis, on présente beaucoup Spinoza comme étant, approche géométrique, traité de géométrie, on a des définitions, des axiomes, des propositions, ça ressemble à Euclide. Mais c'est OK, je vais dire quelque chose, peut-être que, je sais pas s'il y a d'autres spécialistes de Spinoza dans la salle, mais je pense que c'est un leurre. Honnêtement, je pense que Spinoza, oui, c'est un rationaliste, oui, c'est un idéaliste, mais il accorde beaucoup d'importance à l'imagination. Et même, on pourrait même penser qu'à un moment donné, la raison doit accompagner l'imagination, puis l'imagination accompagner la raison. Et il dissocie pas les deux. Et en fait, je pense qu'il leurre un peu son lecteur en l'amenant sur le sentier d'une rationalité extrêmement stricte, mais qu'en fait, il y a un projet derrière la tête, c'est d'arriver à nous faire ressentir quelque chose. Et la BD le permet, les images le permettent, je trouve que ça fonctionne super bien. Oui, c'est ça. Ça pose beaucoup de problèmes, faire une BD, puis aborder l'éthique. J'en ai vu plusieurs. Il y avait comme... Ça, c'est des problèmes que... Au début de la rencontre avec... je te disais pas tout, Anthony. Je revenais chez moi, puis je me disais, mon Dieu, comment il va faire ça? Complexité de la conception du point de vue de la théorie. Boris, tu parlais du caractère didactique. Moi, je me disais, le choix didactique, je me disais, ça fonctionne pas. Comment est-ce qu'il va faire pour nous amener dans toute cette complexité-là? Puis, je voyais l'heure. J'avais des doutes. Comment illustrer le domaine des idées puis les effets sur nos actions? Tu le dis dès le début de la BD, le but, c'est de présenter les idées comme étant quelque chose qui a un effet sur nos actions. OK, tu vas mettre ça en scène? C'est loin d'être évident. Spinoza, il veut nous amener à nous défaire de certaines habitudes de pensée. Comment on fait ça? J'arrêtais pas de dire à Anthony, il faut que tu joues avec le lecteur. Mais là, après ça, je connaissais pas la BD non plus, puis je suis pas BDiste. Puis là, je vois bien que dans le didactisme, puis dans l'humour, puis dans la mise en abîme, il y a comme toutes sortes de procédés, justement, pour créer cette distance-là et arriver. Mais au départ, je le voyais pas. Comment faire l'expérience de l'éthique à son lecteur? Pour moi, c'est essentiel. On peut pas embarquer dans l'éthique sans en faire une expérience. Et là, je me disais, il y a déjà l'éthique, c'est compliqué de faire l'expérience. Là, c'est la BD. Comment on va faire l'expérience de l'éthique à travers la BD? Ça va être quoi les chemins? Je m'excuse, j'ai manqué un peu de confiance. Mais on se connaissait pas. C'est ça. Pour moi, le problème de l'expérience est très important. Puis il y a quelque chose d'autre aussi chez Spinoza qui entre en jeu, c'est qu'il y a des critères de vérité chez Spinoza. Il y a comme une conception très très forte de l'idée vraie. Beaucoup de commentateurs passent un peu ça sous le radar. C'est comme si le critère de vérité chez Spinoza, déjà les critères de vérité, on se méfie de ça dans nos sociétés.
Puis chez Spinoza, c'est issu d'une pensée proche des mathématiques, puis il y a l'idée qu'on peut avoir le sentiment qu'on a une idée vraie. C'est quelqu'un qui a lu Descartes, puis qui a travaillé sur Descartes, puis il accorde beaucoup d'importance à l'idée vraie, puis à en faire un sentiment qui devient comme un critère de vérité. Je sais que j'existe, j'arrive à déconstruire suffisamment de choses pour me sentir exister, appartenir au monde. C'est très fort et très important. Puis encore là, je me disais, comment faire que cette expérience-là pour le lecteur se produise? J'y voyais comme quand même pas mal de défis. L'idée, le choix d'Anthony de présenter les outils philosophiques puis la maîtrise des concepts comme moyen à mettre au service du bricoleur existentiel, hein, c'est un peu ça le propos. Ouais. Ça aussi, comment faire... Mais là, je comprends, tu as été plombier. Comment faire passer l'idée qu'un concept puisse être un outil? Comment passer d'une conception très abstraite? Parce que quand on lit l'éthique, on a l'impression qu'on est dans la pure abstraction et c'est pas si facile que ça de prendre des idées abstraites comme des outils pour réfléchir le réel. Mais là aussi, il y a comme une sorte de leurre. Mais après, le fait que les illustrations, le côté didactique embarque, à un moment donné, je me suis dit, en relisant la BD, je me suis dit, ah tiens, ça fonctionne. Parce qu'il donne une prise, justement, visuelle, imaginaire, sur l'utilisation, pas des objets, mais des analogies qui peuvent nous aider à les comprendre, comme dans la réalité. Et ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, puis que c'est à la limite, j'imagine que... j'irais même jusqu'à imaginer que Spinoza devait chercher des exemples comme ça qui permettent de rendre concret quelque chose qui, à prime abord, nous est présenté comme étant très abstrait. C'est ça mon principal problème, je dirais. C'est parce que je prends de l'avance sur mes affaires, là. Le plus grand défi à la lecture de l'éthique, à mon avis, c'est de comprendre que les définitions dans l'éthique, en fait, elles doivent produire ce qu'elles énoncent. Là, ça fait prof de philo un peu, là, je suis désolé, mais une définition dans l'éthique, en réalité, là, c'est pas abstrait. Spinoza va dire souvent, va présenter, l'expression qu'il utilise, c'est dire, par exemple, par cause de soi, j'entends. Il utilise souvent l'expression j'entends. Et quand on lit ça, on le voit pas nécessairement parce qu'on lit une définition de l'éthique puis on fait comme oh boy, ok, on est dans un monde vraiment abstrait. Mais le fait que Spinoza nous propose d'entendre ce qu'il est en train de concevoir, c'est très concret en réalité. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps à réaliser qu'une définition spinoziste, quand je l'intériorise, quand je la mets en pratique, elle crée ce qu'elle est en train d'énoncer. C'est quand même hallucinant, ce truc-là. Mais c'est vrai. Je pense qu'il y a quelque chose à débloquer là-dedans parce que... Oui, peut-être je l'explique pas bien. Non, c'est excellent. Mais justement, je l'ai vécu moi-même parce que j'en parle avec des amis. Puis, un moment donné, on lisait justement une définition. Puis là, un moment donné, il sort le « j'entends ». Puis là, Christine, elle me disait « ça veut rien dire ça ». Puis là, je suis comme « mais non, tout est dit ». C'est le grand paradoxe de exactement, il faut comme le débloquer, on dirait. Oui. Donc, comme l'intérioriser, justement, oui. Oui, tout à fait. C'est passer d'une conception, d'un préjugé à l'abstraction à une compréhension qui devient cette pratique-là, puis qui devient comme, pas juste une intériorisation de la philosophie, mais arriver à produire ce que je parle. Donc, ça veut dire que... Oui? Est-ce qu'on pourrait dire que je me l'approprie tellement que je vis dedans, puis j'ai pas besoin de me poser de questions, là, c'est fait. Il y a un rapprochement avec quand ça devient intuitif, si on veut. Oui. Comme quand ça devient un peu... moi, il y a un rapport de ça. Quand on l'a tellement intériorisé qu'on dirait que ça devient naturel. On pourrait dire ça, en fait. Oui.
Ben, l'exemple que utilise Spinoza, qui aide beaucoup, qui est tiré des mathématiques, c'est il fait faire une expérience de pensée à son lecteur. Puis il dit au lecteur, en fait, imaginez-vous un point, imaginez un rayon, faites pivoter dans votre esprit le rayon. Fait que là, on voit quoi apparaître si j'ai un rayon, puis je le fais pivoter dans mon esprit, je vois apparaître un cercle. Après ça, si je fais de ce rayon-là un axe, puis que je fais pivoter mon demi-cercle sur l'axe, ben dans ma tête, je vois quoi? Carrément une sphère. Et là, Spinoza dit, la sphère que je viens d'apparaître, que je viens de voir dans mon esprit, c'est ça le côté comme intuitif, on pourrait dire, là. La sphère que je viens d'apparaître, je l'ai engendrée dans l'esprit. Voyez-vous, c'est très dynamique. J'ai pas défini la sphère. J'ai fait une sphère dans ma tête. C'est comme si c'était en expliquant un peu comment, mettons, l'essence de la chose, en fait. Oui, exact. En exprimant l'essence de la chose, c'est qu'on la conçoit, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, on la conçoit au sens fort du terme. On la fait exister. On existe à travers cette chose-là, on devient comme ce qui fait que la chose existe. OK, là, vous allez dire, il s'emballe, là, mais on participe de cette existence-là. C'est fascinant. Et de cette production-là. Là, après ça, comment on fait ça dans une BD, vous voyez, là, c'est... Oui. Est-ce que, alors, pour ce que vous dites, on pourrait dire que Spinoza est un philosophe visuel et que la place de ce côté visuel fait en sorte que, évidemment, enfin, ce que vous dites, et c'est peut-être ça qui est-ce que c'est aussi une question que m'intéresse à Anthony, est-ce que cet aspect très visuel de sa philosophie fait en sorte que ça a inspiré beaucoup d'artistes, dont notamment Anthony, mais je pose la question. Ben, je ne m'étais jamais posé la question de cette manière-là, mais en tout cas, ça me fait réaliser que dans l'éthique, il y a 2-3 dessins. Puis il y a 2-3 dessins qui reviennent à chaque édition parce que justement, ça fait partie de la version de base. Puis c'est très simple comme dessin, mais je pense que ça doit être justement parce qu'il a voulu se prêter lui-même à l'exercice de dire comment j'explique ça. Peut-être qu'avec un dessin, ça va mieux aller. Je dirais pas nécessairement que c'est une philosophie visuelle. Je sais pas si on serait là. Je sais pas trop comment je peux répondre à ça, en fait, pour moi. Mais justement, je pense que j'ai une éthique avec moi. Peut-être que ça irait bien si on en avait une sous la main chercher. Je n'ai pas retenu votre nom. Rémi. Rémi, à un moment donné, plutôt, entre c'est ce que j'ai compris, une mise en scène des idées. Donc, cette durée, une mise en scène des idées. Puis moi, j'ai fait égal maîtrise du concept. Donc, ça prend une capacité de maîtriser les concepts, la langue et tout ça. Puis finalement, l'idée de la sphère, là, je viens de l'avoir. Mais c'est ça, c'est juste que le concept, on peut le comprendre comme étant quelque chose qui... on peut le comprendre comme une simple catégorie dans laquelle j'inclus un ensemble de connaissances. Par voie d'abstraction, j'ai classé juste une catégorie qui sert à classer de l'information. Mais chez Spinoza, le concept, en fait, de la joie, c'est plus un concept. Chez Spinoza, une idée puis un sentiment, c'est la même chose. C'est les deux faces d'un même truc. Donc, il nous amène à penser des choses... Mais quand on le pense avec des éléments, les mathématiques, c'est plus visuel. Mais après, quand je le pense avec la joie, je suis ailleurs, mais ça fonctionne de la même façon. Est-ce que c'est encore visuel? Non, mais sauf que je suis entre la conceptualisation puis sa dimension affective. Je suis en train de vivre la chose qui se définit à travers moi, en moi, dans le jeu de la lecture de l'éthique. C'est pour ça que quand tu disais on se fait prendre puis qu'on peut être 5-6 ans à lire l'éthique, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une analogie que j'ai essayé de défendre cette analogie-là dans mon mémoire de maîtrise, mais elle a été super critiquée, fait que j'ai des doutes là de ça. mais moi je vois ça un peu comme une partition musicale. Je veux dire, quelqu'un, moi je joue pas de musique, mais quelqu'un qui joue de la musique puis qui lit une partition, en fait, il reçoit un signal puis il fait la note. Puis la musique se joue. Puis on dirait que dans l'éthique, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Le rapport au concept ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un monde de signaux à un moment donné. Les propositions se font comme un monde de signaux qui font que la chose dont il parle, ben, ma joie augmente, ma capacité de penser augmente, ma capacité de passer de la raison à l'imagination augmente, ma capacité de saisir des rapports de proportion augmente, mais je suis aussi capable de revenir à mes sentiments.
Et je suis dans une dynamique comme ça à la lecture de l'éthique qui devient extrêmement concrète, en fait. Fait que quand on utilise le mot concept, on le voit généralement comme une catégorie abstraite, alors que chez Spinoza, c'est ce qui s'entend. C'est pour ça, moi, je la trouve bonne, mon analogie avec la partition musicale. C'est ça. Et donc, dans le même sens, à un moment donné, en relisant la BD, en lisant le produit final, puis en lisant la BD, ben là, j'ai compris quelque chose qui se passait, c'est-à-dire que à travers le jeu de la mise en abîme, à travers le jeu des images, à travers toute la construction, à un moment donné, ce que j'ai perçu, c'était l'effort, mais pas l'effort au sens quelqu'un qui se force pour faire un truc, l'effort au sens spinoziste, c'est-à-dire persévérer dans son être, quelque chose qui est en train de se faire. Puis c'est pour ça que le bricolage, puis le côté, disons, subjectif est important là-dedans. Chez Spinoza, on n'est pas dans une universalisation justement abstraite, on est dans une expérience intérieure. Et donc, tout à coup, la BD met ça en scène, on perçoit cet effort-là, puis Spinoza a défini cet effort-là comme étant la vertu. Et là, je faisais comme « Ah, ça marche! » C'est ça. Ben, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est le partage dont tu parlais aussi, c'est le fait de communiquer ça aux autres. Donc, moi, j'ai envie de dire, lisez la BD, lisez l'éthique, devenez spinoziste. C'est très puissant comme expérience, qui n'est pas une expérience juste intellectuelle. C'est ça le défaut. Puis je trouve que la BD, même s'il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire, c'est ça permet ça, c'est que ça nous rattache au sensible par rapport à une difficulté énorme, se transformer, puis sortir des dualismes, parce que c'est ça aussi chez Spinoza. Le corps, l'esprit, les sentiments, les idées, c'est une dynamique. Puis c'est pour ça que je voulais que la BD elle défile. C'est un mouvement, en fait, puis la BD le rend bien, à mon avis. Fait que merci, Anthony. Merci. Un des défis qu'il y a, c'est de parler de l'éthique sans décourager le monde. Oui? Mais justement, on a parlé beaucoup du bricolage visuel qu'on a réussi à faire. Je viens montrer le bricolage philosophique qui est l'étude de Spinoza. Mais si vous bricolez un bonheur, il est où le bonheur? Comment est défini le bonheur? Et comment... une invitation au bonheur, en fait. Oui. Ben, en fait, je dirais c'est l'objectif de l'éthique, c'est de maximiser son bonheur. En tout cas, un des objectifs de l'éthique. Puis, comment qu'elle arrive là-dedans, tu veux dire, admettons? Ça veut dire que c'est une dimension qui n'est pas, que vous n'avez pas rendu complètement exclusive. On voit bien votre bonheur, dans le sens. C'est ça. Mais plutôt, comment il le définit, comment, et à quoi, parce que ta BD, dans le fond, c'est une invitation à se recoller un bonheur, donc comment on y arrive, c'est plus une question prolongée un petit peu. Oui, ben, en fait, c'est très pertinent ce que tu soulignes là, parce que je raconte, en fait, c'est une sélection que j'ai faite d'éléments de l'éthique que j'ai faite dans la bande dessinée. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, je n'explique pas tout ce qui est expliqué dans l'éthique, parce que ça serait beaucoup trop long, puis tant qu'à faire, lisez directement l'éthique. Mais non, c'est ça, il y a trop de trucs. Fait qu'il y a des éléments que je mets de côté, comme justement les types de connaissances. J'en parle pas de ça, je parle pas de les différents éléments dont je ne parle pas. Ce que j'aborde, c'est ce qui va, à mon avis, nous amener le plus facilement à augmenter notre puissance, c'est-à-dire à avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde, une compréhension plus juste du monde, qui va nous permettre d'augmenter notre puissance. Puis c'est de cette manière-là qu'on va se sentir plus en paix, si je pourrais dire, avec les éléments qui arrivent dans notre vie, par exemple, ou les éléments du monde, puis qu'éventuellement, ça crée un effet moi que j'appellerais de quiétude, puis aussi de bonheur. T'sais, on sent qu'on a comme un genre de cohérence plus forte dans notre existence, puis c'est un peu cette dynamique-là qui fait en sorte qu'on la ressent, cette joie-là, en fait. C'est ça que j'ai voulu souligner, puis
En fait, dans l'éthique, ça peut être dur à croire que c'est ça l'objectif, étant donné la forme que ça revêt. Mais oui, il est question de ça. Puis, comme je dis, c'est difficile d'en parler sans rebuter ou sans endormir le monde. Si vous voulez, si vous avez des troubles d'insomnie, je vais vous envoyer la vidéo des. Non, c'est une blague, mais je veux dire, c'est quand même difficile d'en parler sans arriver tout de suite à perdre le monde. Puis, ça se fait. C'est ça que je veux dire, en fait. Ça se fait. C'est qu'il suffit d'avoir quelques clés, puis qu'on embarque dans l'éthique, puis éventuellement, ça a l'air plus compliqué que ça l'est, puis on finit par ressentir les choses. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, il faut se les approprier. Puis c'est ça qui est important aussi. C'est que c'est pas juste, c'est pas magique. Il suffit pas de lire pour ressentir. Il suffit d'aller un peu plus profondément, en fait. Mais, ouais. Mais moi, j'aurais envie de dire, par rapport à la question du bonheur, puis à la place de la joie, puis à la connaissance des sentiments, c'est que Spinoza nous présente la connaissance des sentiments comme un truc très, un plan avec des rapports de cause à effet, puis c'est vrai en partie, mais il montre des rapports de causalité. Mais il montre le fonctionnement de notre rapport au monde extérieur, puis il montre comment, en fait, on peut, à un moment donné, court-circuiter. On sortira jamais du déterminisme, mais on peut suffisamment apprendre ce qui nous rend joyeux pour créer des situations qui vont provoquer comme de la joie. Et il nous amène à réfléchir sur, justement, une espèce de choix au niveau des affects. Et il cherche à nous faire comprendre qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que tu choisisses puis que tu décides de rechercher des biens qui ont un effet plus grand sur toi en termes d'augmentation de ta capacité d'agir. Quelle augmentation? Ta joie. Puis, je veux dire, c'est quand même fascinant. Puis, à la limite, on a envie de dire, mais voyons, on aurait dû y penser bien avant. Se mettre en situation d'éprouver de la joie. Je peux faire plein de choix dans la vie qui permettent ça. Mm-hmm. Puis là, il y a des biens. Puis à un moment donné, c'est un homme de son époque aussi. Puis il regarde l'ordre des biens. Puis il se dit à un moment donné, peut-être que d'avoir un désir intellectuel, d'être proche d'une compréhension de la nature, mais pas la nature au sens physique du terme, mais une compréhension. Lui, il va parler d'un amour intellectuel de Dieu, mais tu l'as montré dans ta BD, c'est substance, c'est nature. Mais cet amour intellectuel-là, pour quelque chose qu'on pourrait appeler la vie, là, d'une certaine façon, c'est comme un choix que Spinoza nous demande de faire. Puis qu'en le faisant, je vais être affecté par quelque chose de tellement puissant qu'il y a bien des choses qui vont me laisser froid, en fait. C'est une drôle de philosophie parce qu'elle peut apporter des joies extrêmement puissantes, puis elle peut nous laisser sans émotion pour toutes sortes de choses de la vie. Les gens vont te regarder et vont dire, mais voyons donc, ça te dérange pas... Telle injustice. Telle injustice. En tout cas, on pourrait critiquer Spinoza rendu là, mais... Mais peut-on être parfaitement spinoziste? Est-ce que c'est vraiment... Bon, moi, je ne suis pas, en tout cas. Si on se l'approprie, mais je veux dire, ce côté-là, de ce stoïcisme-là, presque, si j'ose dire. Ça peut ressembler à ça. Ouais. Je pense qu'on se l'approprie, mais on se l'approprie à notre manière. C'est ça, personnelle, singulière, c'est ça. Ouais. On fait ce qu'on peut. C'est ça, exactement. Oui? Pour répondre à ce que tu disais, Rémi, j'ai une question pour pointue. L'indignation chez Spinoza, ça c'est quelque chose qui me tracasse depuis longtemps. L'indignation chez Spinoza, est-ce que c'est une passion triste? Oh boy! Oui? Oui? Je sais pas. C'est pas parce que j'ai pas pris ça dans Spinoza. J'ai eu un maître qu'on en a des fois dans la vie et qui m'expliquait que l'indignation, c'est le fuel. C'est pas la méthode d'action. OK? Donc, ce qui va me mobiliser, c'est mon indignation. Ça va m'enrager, par exemple. OK? Et c'est ça qui va me donner la force de trouver un moyen d'intervenir sur ce qui m'indigne. Ça répond-tu un peu? L'indignation, c'est le gaz que tu mets dans ton char. C'est pas le char. Parce que, Rémi, tu disais, il y a des choses qui me laissent froid. Tu sais, Spinoza, une de ses sagesses, j'ai l'impression, c'est d'apprendre à se détacher, justement, tu sais, entre autres, du jugement moral, puis de la haine et des passions tristes. Ouais. Mais moi, je me dis toujours, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de nos indignations? Qu'est-ce qu'on fait de nos... Parce que, tu sais, ni rire, ni juger, ni pleurer, mais comprendre. Donc, mais en même temps, c'est vrai que l'indignation, c'est un moteur pour le mieux, ou ce qu'on considère une réponse à une injustice ou quelque chose.
Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à intégrer. Parce que je ne suis pas nécessairement dans la joie quand je suis indigné, mais j'aurais l'impression de perdre quelque chose à pas là. Ouais, mais je pense que c'est un angle mort, puis je serais pas capable de répondre exactement. Il y a des concepts. Non, c'est parfait, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est bon prof de philo. C'est les angles morts. Mais il y a beaucoup de concepts comme ça. Par exemple, des concepts comme, mettons, le sentiment d'admiration aussi, c'est un peu étrange. Il y a toutes sortes de trucs comme ça un peu dans le monde des sentiments. Des fois, on se dit, ah tiens, c'est vraiment contre-intuitif. Puis à la limite, on dirait qu'on parle le lien avec les désirs qui sont propres à notre vie quotidienne. Je sais pas, je le vois vraiment comme un angle mort. Puis j'ai pas réfléchi. On fera un cours là-dessus. Moi, je vais essayer une réponse sur l'indignation. C'est sûr que techniquement, c'est une passion. C'est une tristesse. Donc, c'est pas souhaitable d'être dans un état d'indignation. Maintenant, comme tout affect, c'est de l'émotion. Fait que si c'est de l'émotion, c'est de la dynamique. Puis, Spinoza, lui-même, il y a un moment dans sa vie où il n'a pas été spinoziste pour revenir à la question qui avait été posée il y a 3 minutes. Est-ce que quelqu'un pourrait être pleinement spinoziste? Spinoza lui-même n'a pas été, dans le sens où la nuit de l'assassinat des frères Lévite, qui étaient ses protecteurs, qui ont été assassinés de manière complètement barbare. C'était des républicains, et puis la foule s'en est pris à eux, les a accrochés, les a carrément écorchés vite. Puis c'était vraiment une barbarie suprême, et il était tellement enragé que c'est ses logeurs qui l'ont enfermé à la maison parce qu'ils avaient peur pour lui. Ils s'apprêtaient à le placarder partout, les petits pamphlets, la pire des barbaries, c'est la pire des barbaries. Il était dans tous ces états. Fait que, je sais qu'il y a un article d'Alexandre Matron qui est consacré à l'indignation dans le domaine politique. Que l'indignation, c'est une force pour, dans le fond, le peuple. Puis, on pourrait se dire qu'il n'aurait jamais écrit de traité théologico-politique si justement il n'y avait pas eu chez lui une forme d'indignation contre un état de fait politique qui était de plus en plus radicalisant de la part des calvinistes. Et donc, il devait être sensible à ça. Mais il n'y a pas une place positive sur le plan théorique, effectivement. Mais Spinoza, il le dit. Le peuple n'est pas censé faire la révolution, la paix est toujours préférable, sauf qu'à un moment donné, si l'injustice est trop grande, ben voilà, l'état de fait va advenir, que le peuple va se révolter, puis on va arriver à une nouvelle loi d'une certaine façon, on va rebrasser les cartes. C'est pas souhaitable qu'il y ait une révolution, mais ça va être inéluctable si le gouvernement est trop mauvais. Puis ce sera d'une certaine façon, à partir de là, un nouvel état de droit. Donc, la révolution n'a pas le droit d'être, mais une fois qu'elle a été faite, elle instaure un nouveau droit qui là devient légitime. J'ai l'impression que c'est un peu ça, l'indignation. C'est comme ce qu'ils disent la révolution, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est juste trop fort. On ne le veut pas, mais ça arrive pareil. Puis une fois que c'est là, ça a fait changer les choses, puis possiblement qu'on est mieux avec le nouvel ordre. Donc, mais il n'y a pas de place théorique. Merci, c'est super intéressant. Ouais. Moi, je peut-être sur un autre terrain qui est celui de la bande dessinée. Je m'adresserais à Boris. Oui, Boris. À propos de l'origine de la bande dessinée moderne, parce que il me semble que ça a lié avec l'idée que beaucoup de gens ne savaient pas lire, et on faisait, par exemple, dans les églises, on mettait des images pour que les gens puissent suivre l'histoire, puis se faire raconter, se faire expliquer des concepts, mais à travers l'image. Puis que finalement, c'est une sorte de bande dessinée qui est tout à fait de bande publique, qui s'est développée. Et ici, on voit défiler la bande dessinée de Tony devant nous. C'est assez frappant de voir qu'il y a une sorte de primauté du texte à l'inverse de tout ça. C'est comme si l'origine de la bande dessinée me semble très liée à
la capacité de l'image de porter des contenus. Puis ici, l'image se greffe à un texte. C'est une façon que j'ai de la bande dessinée. C'est un long texte qui nous explique les concepts, qui a un narrateur qui parle, puis qu'il y a un fil conducteur qui est vraiment, où la primauté du texte est vraiment mise de l'avant. Mais c'est une bande dessinée. Alors j'essaie de, peut-être qu'il y a des lumières qu'on peut avoir sur la façon que ça se place historiquement. Je ne sais pas si ça a du sens, ma question. Oui, il y a plusieurs questions dans votre question, fait que je vais y aller une à la fois. Déjà, pour ce qui est des ancêtres de la bande dessinée, il y a plusieurs théoriciens qui placent les peintures, les fresques, la tapisserie de Bagieux aussi, qui est comme une longue fresque animée. Vous avez évoqué les moralités là, du Moyen-Âge aussi, qui est comme, je pense, c'est la première fois qu'on appose le texte et les images. Puis il y a tout un côté pédagogique, là, ça évidemment, enseigner les récits de l'Évangile, les récits de la Bible aux illettrés, à la population. Après ça, la véritable première bande dessinée, ça arrive avec un autre événement qui a énormément démocratisé la lecture et l'écriture, et c'est la presse imprimée là, au 19e siècle qui devient très forte, très omniprésente. Et donc, c'est vraiment avec la presse imprimée, avec les journaux, qu'on a les premières bandes dessinées. Donc, il y a Toffer, le Suisse, qui est considéré comme ayant écrit l'une des premières bandes dessinées, qui était pas une œuvre pédagogique du tout. Là. C'était une sorte de satire sociale, mais on a rapidement après été dans l'œuvre pour enfants parce que justement, l'image est plus accessible, parce que l'image et le texte dialoguent ensemble. Après ça, il y a eu il y a beaucoup de théoriciens qui considèrent qu'il y a un préjugé textophile, en tout cas, il y a un préjugé à favoriser le texte dans la bande dessinée. Il y a beaucoup de bandes dessinées, surtout dans le début des franco-belges. Là, je pense à Blake et Mortimer, que l'image est l'illustration parfaite du texte. Donc, on va avoir... et Blake se saisit du pistolet. Et le dessin, c'est lui qui se saisit du pistolet. Et ça revient tout le temps. Donc, le rapport avec l'image et le texte, c'est très important en bande dessinée. Et dans les débuts de la bande dessinée, souvent, l'image sert le texte. Ça reste un récit, mais on parle beaucoup dans la théorie de la bande dessinée comme d'anarche séquentielle. Donc, l'idée que les images racontent une histoire, que le sens se crée non pas par l'image, non pas par le texte, mais par la succession d'images et de textes, ou juste d'images. Il peut y avoir de la bande dessinée sans texte. Après ça, il y a l'idée que le scénario qui a été utilisé pour créer la bande dessinée, c'est du texte, mais bon. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'image sert le texte ici, mais l'image en propos pédagogique très très fort que le texte n'aurait pas sans elle, dans le sens que l'image est au service du texte. Est-ce qu'il y a une primauté du texte? Oui, je pense qu'on peut dire ça. On a un monsieur qui nous parle là, pendant 200 pages, mais je pense que le projet serait pas le même sans image. Donc, c'est pas le propre de la bande dessinée d'avoir l'un plus que l'autre ou l'autre plus que l'un. C'est vraiment c'est une question. La bande dessinée est souvent, je m'excuse, je donne 42 réponses, là, mais, la bande dessinée est un média souvent associé à la littérature. On dit souvent que c'est étudié dans le département de littérature. Souvent, on dit que c'est de la paralittérature. Il y a un favoritisme, disons, du texte, souvent en bande dessinée. Historiquement,
dans la presse imprimée, il y a beaucoup aussi de... il y a beaucoup d'images, de bandes dessinées juste avec des images. Un autre ancêtre de la bande dessinée beaucoup plus proche historiquement chronologiquement que les moralités, c'est la caricature qui est apparue pratiquement un peu avant, mais pratiquement en même temps que la bande dessinée. Donc, je ne sais pas si tout ça répond à votre question. Je pourrais ajouter de quoi, peut-être à un niveau personnel, c'est que, niveau historique, je vais parler pour ma fiole, mais admettons, quand j'ai fait mes recherches pour comment j'allais aborder cette bande dessinée-là, c'est que souvent je lisais des DVD puis je faisais comme c'est le fun, ok, il se passe des affaires puis il n'y a pas de texte, puis je suis comme je peux pas faire ça parce que c'est pas nécessairement des événements que je mets en scène, c'est vraiment un contenu. Puis c'était aussi ça la difficulté avec ma démarche initiale, c'est que j'essayais de faire vivre des concepts à travers des mises en situation spatiales. Je faisais des installations, puis je proposais, admettons, des expériences. Puis c'était comme ça que je voulais vraiment faire vivre des choses, c'était par des expériences concrètes, spatiales, avec notre corps. Puis finalement, le monde arrivait dedans, puis faisait comme c'est fucké. Puis finalement, je passais à côté de mon propos, tu sais. Je pouvais pas, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, je pouvais pas, ou sinon très difficilement, faire l'économie de texte. Puis tant qu'à faire du texte, je me suis dit, crime, c'est pas de l'art visuel finalement que je fais, c'est de la philosophie, tu sais, je pars à bonne place. Puis j'ai failli lâcher la maîtrise d'ailleurs à cause de ça, parce que j'étais comme, je suis pas capable de mener à terme mon intention qui est de vulgariser. Puis c'est finalement avec la bande dessinée qui m'a permis de ne pas faire en sorte, en fait de faire en sorte que le contenu ne repose pas uniquement sur le texte. Sauf que c'est sûr que le texte, oui, a une grande importance, mais j'ai eu le texte de la bande dessinée, puis si vous voulez le lire, libre à vous, mais je vous dirais que c'est beaucoup moins le fun, puis qu'il risque d'avoir des trous. Fait que quand même, il y a des endroits où on peut pas faire l'économie des images quand même avec le texte. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une part importante parce que justement, la démarche de faire vivre passe par la compréhension, donc par le texte. Sur la table derrière, il y a complètement feuille du texte de base. Donc, tu peux lire et percevoir. Voilà. Oui? En tout cas, Anthony, avec moi, vous avez réussi. Je voyais passer tout à l'heure la phrase suivante: le désir est cause de nos actions. Moi, j'ai deux piles concernant les philosophes. J'ai les philosophes et ceux qui en parlent. Mm-hmm. Parce que j'ai besoin de ceux qui en parlent pour approfondir, parce que si je me tapais Spinoza tout ça, j'ai déjà deux ça va être le troisième de ceux qui en parlent. Donc, je trouve que ça m'aide beaucoup à accrocher ce qui et à l'absorber, à le digérer. C'est mon objectif. Moi, j'ai l'impression que je suis une fan de BD et de philosophie. Fait que ça, je suis tombé je suis dans la joie. Voilà. Je savais que j'aimerais ça. Merci à vous tous. Écoutez, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. S'il y a d'autres éléments à discuter, vous pouvez venir me voir dans le personnel. Il n'y a aucun problème. Puis mes collègues aussi, on ne vous retient pas plus longtemps. Merci à vous tous. Merci.